Sisi contre Sisi, c'est le débat de ce soir dans Orient. Deux experts pour en parler. En diplex depuis Paris, Marc Lavergne, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous avez bravé la neige pour rejoindre nos studios parisiens. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient. Avec nous en plateau, Meir Masri, bonsoir à vous également. Bonsoir. Maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Égypte plus précisément. Et Léa Berdugo, comme chaque semaine, bonsoir. Pour ouvrir l'angle. Merci à tous les trois. Il n'y aura donc pas de suspense lors des prochaines présidentielles égyptiennes fin mars. Tour à tour, les candidats à la présidence ont jeté l'éponge après avoir fait l'objet de lourdes pressions, comme nous le rappelle ce soir en images dans l'entrée en matière, Léonore Jory. Je vous annonce en toute honnêteté et en toute transparence, et en espérant que vous l'acceptiez, ma candidature pour le poste de président de la République. Une candidature sans surprise, un scrutin sans opposition. Les uns après les autres, les candidats à l'élection présidentielle égyptienne se sont retirés de la course. Dès le mois de décembre, ils sont deux à être écartés. Ahmed Konsawa, colonel des forces armées. Interpellé quelques jours après l'annonce de sa candidature, il est condamné à 6 ans de prison pour comportement nuisant aux exigences du système militaire. Ahmed Shafik, ancien Premier ministre. En exil, c'est depuis les Émirats arabes unis qu'il annonce sa candidature. À son retour en Égypte, ses proches signalent sa disparition. Il réapparaît 24 heures après pour se retirer de la course. En janvier, les désistements se poursuivent. Mohamed Anwar al-Sadat, neveu de l'ex-président égyptien et ancien député. Exclu du Parlement en février 2017, ce dissident est connu pour être un défenseur des droits de l'homme dans le pays. Il décide de se retirer de la course, dénonce un climat peu propice à un scrutin libre et déclare être victime d'harcèlement. C'est ensuite au tour de Sami Hanan, général à la retraite. Arrêté après avoir déclaré son intention de concourir, il est notamment accusé d'avoir annoncé sa candidature illégalement, sans l'autorisation des forces armées. C'est enfin Khaled Ali, avocat et défenseur des droits de l'homme. Déjà candidat en 2012 face à l'islamiste Mohamed Morsi, Khaled Ali déplore l'arrestation de plusieurs de ses militants à l'annonce de sa candidature. Il renonce à se présenter. Aujourd'hui, nous faisons part de notre décision de ne pas participer à la course électorale. Tout porte à croire qu'il existe des projets d'empoisonnement et de corruption au sein de cette élection et qui ont pour but de lui ôter sa signification démocratique présumée. La prochaine élection présidentielle égyptienne s'annonce donc comme une formalité pour Abdel Fattah al-Sisi. Face à lui, un seul candidat, Moussa Mostafa Moussa, chef d'un petit parti libéral, qui n'apparaît pas comme un réel danger. Comme tout le monde le sait, Moussa Mostafa Moussa est un soutien du président sortant al-Sisi. Il affiche même le portrait d'al-Sisi sur son propre compte Facebook. Il a également exprimé son soutien après sa candidature à l'élection. Nous pouvons donc dire qu'il n'y a aucun suspense dans cette élection. Mais certains ne se découragent pas. Dans ce contexte tendu, une coalition de 8 partis d'opposition et 150 personnalités ont appelé au boycott du vote. Le mot d'ordre est simple, rester à la maison le jour du scrutin. Ils accusent le régime d'empêcher toute compétition loyale et dénoncent un climat de peur. Tout le monde insiste pour qu'une véritable transformation démocratique se produise dans ce pays. Je crois que nous restons tous soudés, que nous gardons nos convictions et nous insistons pour remplir notre devoir de citoyen en le disant haut et fort. Nous ne participerons pas à la mascarade que représente cette élection. Ce n'est pas une élection, il n'y a ni garantie, ni candidat, ni liberté. Par conséquent, il n'y a pas d'élection. Une élection présidentielle qui semble jouer d'avance. En l'absence donc d'une réelle opposition, un seul choix est laissé à la population égyptienne, celui d'aller voter ou de s'abstenir. Marc Lavergne, de quoi al-Sisi a-t-il peur pour avoir fait autant de ménage 2 mois avant le scrutin ? La première question que je me poserais, c'est de savoir pourquoi il a voulu institutionnaliser son régime par le biais d'élections, déjà lors de la première élection qui ne l'a pas porté au pouvoir, mais qui a finalement validé son accession au pouvoir. Donc je pense qu'il y a là une exigence peut-être de respectabilité vis-à-vis de la scène internationale, en particulier de ses soutiens en Occident et puis chez vous.
C'est-à-dire qu'il y a une image à préserver d'une Égypte où il y aura une certaine liberté. Dans la réalité, personne n'est dupe en Égypte depuis l'arrivée du maréchal al-Sisi au pouvoir. Les libertés publiques ont toutes été supprimées et les gens qui se sont présentés aux élections n'ont pas été surpris finalement de voir le sort qui leur a été réservé, j'imagine. Donc, quel est l'intérêt? On peut se demander s'il y a vraiment un gain de respectabilité, de légitimité sur la scène internationale auprès de ses soutiens, ou bien si ce n'est pas une erreur d'appréciation du maréchal al-Sisi et des gens qui le soutiennent à l'intérieur par rapport à la fois à l'état de l'opinion publique et puis aussi, sans doute, à la situation. Quel est le gain qu'il peut effectivement obtenir dans la mesure où il est fermement installé au pouvoir tant qu'il est soutenu de l'extérieur et tant qu'il n'y a pas d'alternative valable. Alors de quoi avait-il peur al-Sisi pour ce scrutin, Meir Masri? On voit bien qu'autour de lui, il a fait le ménage. Pourtant, ce sont des candidats qui ne le menaçaient pas vraiment. Ce ne sont pas des frères musulmans. Al-Sisi, on vient de le voir avec Marc Laverne, est plutôt légitime sur le plan international. De quoi avait-il peur? On voit bien que ces candidats, eh bien, ce ne sont pas forcément des rivaux politiques. Ils l'auraient sans doute remporté haut la main. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et pourtant, si, ce sont de sérieux rivaux pour Sisi qui souffrent de deux faiblesses fondamentales dont ne souffrait aucun de ses prédécesseurs, à l'exception bien entendu de Mohamed Morsi qui a gouverné pendant 1 an, à savoir qu'il ne contrôle pas totalement l'armée, contrairement aux apparences. C'est un jeune militaire, il vient des renseignements. Et il n'a pas le passé glorieux dont bénéficie par exemple Ahmed Shafik ou Sami Hanan. Il a quand même réussi à avoir l'éviction de 2 anciens militaires que sont Hanan et Konsoa. Oui, pour la présentation aux élections, absolument. Mais Konsoa, mais notamment Sami Hanan et Ahmed Shafik ont beaucoup de soutien au sein de l'institution, de l'établissement militaire, sans aucun doute. Deuxième élément, c'est que Sisi n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Et donc, cela fait toute la différence entre le pouvoir égyptien actuel et le pouvoir de Moubarak, par exemple, qui avait le Parti national démocratique, qui était extrêmement bien enraciné en province égyptienne depuis les premières années Sadat. Et donc, il y a là 2 faiblesses dont souffre le régime égyptien actuel et notamment le président Sisi. C'est que, bien entendu, il n'a pas le charisme de ses prédécesseurs non plus. Il a un bilan qui est plutôt mitigé, pour ne pas dire mauvais. Mais surtout, il n'a pas l'appui total de l'armée, des hauts dignitaires de l'armée, des généraux de premier rang. Ils ne le soutiennent pas de façon systématique. Alors, il n'a pas l'armée, il n'a pas de parti politique. Est-ce qu'il a encore le peuple avec lui? On se souvient tous, Marc Lavergne, du culte de la personnalité qui s'était développé autour d'Al-Sisi. Ça portait même un nom, on avait appelé ça la Sisi-mania, des chocolats aux sandwichs en passant par les bijoux à l'effigie du président. Sisi était partout. Est-ce qu'il est toujours dans le cœur des Égyptiens? Je pense qu'effectivement, son bilan n'est pas très positif, sinon sur le plan apparent de la paix et de la stabilité, mais c'est au prix de répression féroce des droits de l'homme, bien entendu, de toute expression publique aussi. Alors, il aurait pu tenter le jeu d'élections assez ouverte, finalement, en acceptant d'une certaine manière la compétition avec ceux qui représentent les forces laïques, les forces, je dirais, progressistes, classiques, et puis aussi peut-être Ahmed Shafik. Mais Ahmed Shafik, effectivement, était certainement un prétendant très sérieux au trône. Il y a un certain succès, une certaine aura dans la population. Maintenant, il y a eu ce refus de l'obstacle qui était une solution de facilité apparente, mais qui finalement, à terme, pose des questions sur la pérennité de ce système, dans la mesure où, effectivement, sur le plan économique, le maréchal al-Sisi n'a pas réussi à apporter ce que les Égyptiens attendaient, c'est-à-dire une sécurité au quotidien, dans leur mode de vie, dans leurs conditions de vie, et une amélioration même de leur sort au quotidien. Alors Léa Berdugo, sur le bilan de ce mandat d'Al-Sisi, sur le plan sécuritaire surtout. Eh bien, on va faire le focus sur un chiffre en particulier. 305, c'est le nombre d'Égyptiens qui ont été tués dans l'attentat contre la mosquée Al-Radwa dans le nord du Sinaï. C'était en novembre dernier. Et s'il n'y a pas de chiffre officiel, eh bien, on parle également de plusieurs centaines de soldats et de policiers égyptiens tués dans des attaques menées par des djihadistes. Alors, Meir Masri, la lutte contre le terrorisme, c'était une des promesses de campagne d'Abdel Fattah al-Sisi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut
peut parler d'échec? Alors, autant on peut être sévère avec Sisi pour tout ce qui concerne la liberté d'expression, les libertés publiques qui ne sont pas du tout respectées. Et d'ailleurs, cet irrespect des libertés publiques est tout à fait graduel. On voit qu'au début du mandat de Sisi, il y avait quand même des manifestations, il y avait une certaine tolérance qui a disparu au fil des 4 dernières années. Mais sur la question de la lutte contre le terrorisme, je vais être beaucoup moins sévère parce que c'est toute la région qui est confrontée à une vague de violence d'une ampleur inédite. La frontière avec la Libye est extrêmement poreuse. La Libye n'existe plus depuis plusieurs années. Le Soudan collabore contre les intérêts de l'Égypte et mène une guerre féroce contre l'Égypte, que ce soit sur le plan politique, mais aussi en parrainant des groupes islamistes extrêmement violents. Et puis, il y a le Sinaï et la proximité avec la bande de Gaza. Et donc, on voit très très clairement que c'est une vague qui n'est pas contrôlée par le régime égyptien. Et on ne peut pas vraiment dire que c'est un échec de la part du pouvoir égyptien. Il faut dire quand même que le nombre d'attentats a baissé au cours des dernières années par rapport au début des années Sisi et que le défi est extrêmement sérieux. Marc Lavergne, on se souvient qu'Al-Sisi l'avait remporté haut la main avec un score à la soviétique, 97%. Est-ce que cette fois-ci, il faut s'attendre à plus d'abstention ? Je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur le nombre d'Égyptiens qui votent en dehors de là où sont installées les caméras de télévision étrangères. Je crois que dans l'ensemble des provinces, peu de gens se déplacent traditionnellement pour aller voter. Avec Morsi, ça a été un peu différent parce qu'il y avait véritablement une option politique claire à prendre. Donc on était pour, on était contre. Et il y a eu un véritable mouvement de mobilisation populaire pour ou contre les frères musulmans à cette époque-là. Aujourd'hui, peu de gens vont se déplacer et je pense que c'est très difficile d'imaginer que le score qui sera annoncé reflètera la réalité. D'un autre côté, par rapport à l'armée égyptienne qui est incapable de tenir les frontières, je crois qu'elle est aussi incapable de tenir le pays. On le voit au Sinaï, on le voit aussi dans la vallée du Nil, où finalement Luxor et les sites touristiques sont des enclaves protégées par l'armée, mais où le reste du pays est à peu près incontrôlé et contrôlé soit localement, soit par des forces qui sont irrédentistes ou terroristes, ou en tout cas contestataires. Donc la situation, même le succès de Sisi, du point de vue des Égyptiens, en termes de sécurité et de stabilité, est assez contestable. Même au Caire, qui était une des villes les plus sûres du Moyen-Orient, il y a aujourd'hui une criminalité qui s'est développée de jour et surtout de nuit, qui rend l'insécurité, qui est quelque chose de vraiment un traumatisme pour les Égyptiens qui étaient habitués à une parfaite sécurité dans l'ensemble du pays, quelque chose qui est très négatif, ressenti très, très négativement à l'égard de ce régime. Alors, vous l'avez dit, pour la communauté internationale, Al-Sisi incarne sans doute la stabilité dans un Moyen-Orient en plein chaos, ce qui explique sans doute le silence de l'Occident sur les droits de l'homme, copieusement bafoués en Égypte. On va tout de suite écouter le président égyptien, c'était en octobre dernier, lors de sa visite à l'Élysée. Vous devez comprendre qu'en tant qu'Égyptien et en tant que président du peuple égyptien, je fais tout pour mettre en place un État civil, démocratique et moderne en Égypte. C'est une volonté politique. Le peuple égyptien refuse la pratique violente, la dictature et le non-respect des droits de l'homme. Dans cette conjoncture d'instabilité, l'idéologie extrémiste n'accepte pas de coexister en paix avec les autres. Il est très important de savoir que nous ne faisons pas usage de la torture. Vous devez être prudent avec les informations publiées par les ONG. Alors, en croire Al-Sisi, la situation des droits de l'homme n'est pas si dramatique que ça au pays du Nil. On est allé poser la question pour vérifier à Katia Roux. Elle est chargée de plaidoyer à Amnesty International. Alors effectivement, la situation des droits humains est dramatique aujourd'hui en Égypte. Depuis maintenant près de 2 ans, on observe une répression sans précédent qui s'abat sur la société civile égyptienne, avec des autorités qui tentent par tous les moyens de faire taire toute opposition. Et cette répression touche aujourd'hui toutes les franges de la société civile. Alors on peut constater une hausse effectivement des accusations, des poursuites, des arrestations et des emprisonnements sans fondement aujourd'hui. Quand je dis que toutes les franges de la société civile sont touchées, ce ne sont pas simplement les défenseurs des droits humains ou les militants, ce sont les avocats, les journalistes, les syndicalistes, les opposants politiques. Aujourd'hui effectivement il y a une décision assumée du pouvoir de mettre fin effectivement à tous les espaces
de liberté aujourd'hui d'expression critique en Égypte. La presse est muselée, effectivement, depuis maintenant plusieurs mois, près de 2 ans. On observe que les journalistes sont attaqués en raison de leur expression critique. Plusieurs d'entre eux sont arrêtés, détenus en prison. Mais cette attaque à la liberté d'expression touche aussi les sphères numériques. Depuis le printemps dernier, on a pu constater que plus de 400 sites Internet avaient été fermés, principalement des sites d'information et des sites dédiés aux droits humains. Donc effectivement, ces espaces-là sont attaqués et le droit à la liberté d'expression est clairement visé. On le voit, le droit à la liberté d'association et de réunion sont clairement remis en cause dès lors qu'il y a une expression publique critique face aux autorités et au gouvernement. Eh bien, cette expression est réprimée. On a vu des arrestations, on a vu par exemple des journalistes qui ont été arrêtés pour simplement avoir couvert des manifestations qui étaient hostiles au pouvoir et qui aujourd'hui vont faire l'objet de procès inéquitables, de procès de masse. On peut citer le photojournaliste Shokan, qui est actuellement en prison depuis 4 ans et qui est jugé aux côtés de 700 autres personnes, donc un procès de masse complètement inéquitable, simplement pour avoir couvert une manifestation. Il est clair aujourd'hui que le gouvernement n'envoie pas des signes en direction des droits humains. Quand je dis que toutes les franges de la société civile sont touchées, c'est que toute opposition, toute voix critique est muselée. Donc il y a l'enjeu effectivement des élections présidentielles. On a vu que tout candidat potentiel sérieux avait été délibérément écarté. Ça ne présume rien de bon sur la suite. Donc il est aujourd'hui urgent que les autorités égyptiennes respectent ses engagements en matière de droits humains, ses engagements internationaux, et puissent une bonne fois pour toutes mettre fin à cette répression en cours. Meir Masri, où est passé l'esprit de janvier, l'esprit de la place Tahrir de 2011 ? On se demande pourquoi les Égyptiens ne descendent pas dans la rue. Qu'est-ce qui leur fait peur ? C'est le spectre du retour des frères musulmans au pouvoir ? Encore une fois, je vais vous surprendre parce que je pense que l'esprit existe encore. L'Égypte n'a jamais été aussi libre dans les faits, dans la tête des gens. Le mouvement, par exemple... On vient de le voir quand même, les journalistes oui, mais emprisonnés, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'Égypte post-printemps arabe. Et il faut savoir que la situation actuelle ne pourra pas durer. Elle ne pourra pas durer pour 3 raisons. Tout d'abord parce que le bilan du président actuel est extrêmement mauvais, pour ne pas dire neutre. Enfin, il est au mieux proche de la neutralité. Deuxièmement, parce que la constitution égyptienne limite la durée d'exercice du pouvoir à 2 mandats présidentiels, et le président Sisi a plus d'une vingtaine de fois s'est engagé à respecter ce nouvel article. C'est-à-dire qu'il ne pourra se présenter une 2e fois. C'est la dernière fois, la 3e fois. Il s'est engagé à tenir des élections libres et on voit bien qu'il n'y a pas une myriade de candidats qui l'affronteront. Il s'est engagé, non, il ne s'est pas vraiment engagé à ce qu'il y ait, il s'est engagé à ce qu'il y ait des élections. Ouais. Mais libre, dans quel sens vous savez, tout est relatif. C'est subjectif. Et puis la troisième chose, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'opposants égyptiens, que ce soit à l'intérieur des frontières égyptiennes ou à l'extérieur. Et nous voyons aujourd'hui cette coalition incroyable de partis et de personnalités de haut niveau opposés à Sisi. Cette liste comprend des généraux de l'armée, des généraux des services de renseignement, des personnes qui ont été sur des listes très très bien avancées avant l'arrivée de Sisi au pouvoir, des candidats à la présidentielle par le passé. Et donc, je vois mal comment cette situation... Les élections de la dernière chance donc pour l'Égypte d'Al-Sisi. Merci, Meir Masri. On finit avec vous, Léa, pour une question à notre invité Marc Laverne. Alors, les Égyptiens ne descendent pas dans la rue, on l'a compris, mais la communauté internationale ne réagit pas. Marc Laverne, pourquoi ? Je crois qu'il n'y a pas de plan B actuellement en Égypte. Le maréchal Sisi a été adoubé par la communauté internationale. L'Égypte joue son rôle en soutien de l'Arabie saoudite, en soutien au Yémen, en soutien de cette coalition qui est contre finalement l'Iran également. Donc c'est un pion important à la fois dans le jeu des Américains, mais aussi dans celui des Européens. Pour ce qui est de la Libye, je pense qu'on compte beaucoup sur l'Égypte et sur l'armée égyptienne, et c'est une erreur pour rétablir ou aider à rétablir l'ordre légal en Libye.
tout ça me semble à courte vue, dans la mesure où effectivement le maréchal El-Sisi n'a aucune prévention ou aucune attention aux besoins de sa population, que ce soit les besoins matériels, que ce soit les besoins de liberté. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Al-Masri sur le fait que les Égyptiens n'ont pas oublié ces heures de liberté qu'ils ont connues, qu'ils ont attendues, pour lesquelles ils se sont battus, et ils rêvent sans doute d'un avenir où il y ait beaucoup plus de liberté, de tolérance sur le plan de la société, qui a tendance à se déchirer également du fait de cette dictature qui ne dit pas son nom. Merci Marc Lavergne. On referme cette première partie avec cette caricature du dessinateur Damien Glaise, dessinateur burkinabé. Voilà Abdel Fattah Al-Sisi et sa métamorphose en Hosni Moubarak en 2018. Merci à tous les deux, Meir, merci Faki. Merci à vous également, merci Léa Berdugo. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite du Mag Orient.